Bonjour, bienvenue à l'Université du Québec à Chicoutimi. Mon nom est Marie Fall, je suis professeure de géographie et coopération internationale et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jean Gop, qui est le président fondateur de l'association Nebedaï au Sénégal. Donc, ils sont venus en visite d'échange ici, d'expertise dans notre très belle région. Bonjour Jean. Bonjour Marie. Bienvenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci. On est très heureux de t'accueillir dans les murs de l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, Jean, pourrais-tu nous parler de toi, de ton organisation ou ton association? Merci. Donc, je m'appelle Jean Gop. Je suis né en France, mais j'ai grandi au Sénégal, qui est devenu mon pays de cœur, mon pays d'adoption. Et donc, il y a 12 ans de ça, après déjà quelques expériences professionnelles, avec un groupe d'amis, on a décidé de créer une organisation qui s'appelle Nebedaï, qui est une association à but non lucratif, une association sénégalaise de développement durable. Et on œuvre un peu partout au Sénégal pour essayer de faire des choses qui nous semblent importantes pour le pays, pour les gens et également pour le vivant, donc les forêts, les poissons du Sénégal. Et Nebedaï signifie quoi? Nebedaï, c'est quoi Nebedaï? Parce que nous, quand on entend Nebedaï du Québec, ça ne nous dit absolument rien. Ok. Ah, c'est vrai. Donc, Nebedaï, toi, tu le sais bien, mais une partie... Je joue le jeu. Oui, tu joues le jeu. Voilà, c'est ton côté québécois. Voilà, donc Nebedaï, c'est le nom d'un arbre qui est en fait le Moringa oleifera, qui est un arbre de vie. C'est un arbre assez extraordinaire parce que il est magique, je dirais, parce qu'en fait, il permet aux gens de vivre en mangeant peut-être juste ses feuilles, ses gousses. Il soigne également de tout un tas de maladies. Il est originaire d'Inde et en Inde, il soigne 120 maladies, on dit. Donc, il est pharmaceutique, il est particulièrement recommandé comme complément alimentaire, il lutte contre la malnutrition et donc c'est un arbre vraiment extraordinaire. Et les Anglais, quand ils parlaient de cet arbre, ils disaient que never die, parce que c'est un arbre de vie, c'est un arbre, quand tu l'as à côté de toi, tu ne meurs pas, et en plus c'est un arbre très résistant à la sécheresse. Et donc les Wolofs au Sénégal, on a copié un peu ce mot never die qui s'est transformé en Nebedaï. Donc ça, c'est l'origine du nom Nebedaï, qui est le nom de cet arbre en langue locale. Et on a trouvé que c'était intéressant de s'appeler comme ça parce qu'il regroupait bien nos valeurs, puisque pour nous, la vie, elle est liée à l'arbre. Il ne peut pas y avoir de vie humaine sur notre planète s'il n'y a pas de la biodiversité, s'il n'y a pas des arbres, s'il n'y a pas des poissons. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de s'appeler Nebedaï. Parfait, Jean. Et quand on regarde votre site web aussi, on a plusieurs mots-clés qui reviennent. L'environnement, le développement durable, les femmes, on parle de reforestation, déforestation, reboisement, jeunes. Pourquoi ces concepts sont au cœur de votre association? En fait, le moteur de notre organisation, c'est un constat qui nous fait peur et auquel je crois on essaye à notre échelle, on est une petite organisation, mais de lutter, c'est la disparition de nos ressources naturelles. On est un pays, on n'est pas le plus pauvre de la planète au Sénégal, mais on n'est pas non plus le plus riche, et il y a une partie de la population qui galère et qui est intimement dépendant de ces ressources naturelles. C'est des gens qui aujourd'hui survivent grâce aux ressources naturelles. Et le problème, c'est que ces ressources naturelles-là, dont une bonne partie de la population dépend, sont en train de disparaître. Et souvent, la faute, quand on regarde un peu qui les fait disparaître, en tout cas, c'est l'humain. Il y a deux types d'humains. Il y a ceux qui sont très riches et qui veulent devenir encore plus riches. Et eux, c'est vraiment honteux. Et puis, il y en a d'autres qui sont vraiment dans la galère et qui, par manque de choix, par urgence, par besoin oppressant de s'en sortir, vont aussi contribuer à le faire disparaître. Et donc, c'est un peu le moteur de notre organisation, de dire, OK, on va essayer de faire quelque chose pour que les ressources naturelles du Sénégal puissent continuer à être présentes, pour que les gens aussi puissent vivre de ça. Et donc, pour ça, il faut sortir, selon moi, selon nous, il faut qu'on arrive
ne peut pas sauver un arbre ou sauver un poisson quand on n'a pas réglé ses besoins premiers. Les besoins premiers, j'entends la nourriture, le logement, où est-ce qu'on habite, la santé. Je veux dire, personne, aucun humain va commencer, enfin c'est essentiel, on prend soin de soi et de sa famille proche avant de prendre soin d'autres choses. Et donc une partie de notre organisation on essaye de créer en tout cas de la richesse ou moins de pauvreté en milieu rural. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'appuyer beaucoup sur les femmes, parce qu'elles sont solidaires entre elles. Sur cet aspect-là, on travaille beaucoup aussi avec les hommes, sur d'autres aspects, mais sur l'aspect activité génératrice de revenus, on a décidé de valoriser les ressources naturelles, c'est-à-dire ramener des revenus, pas en faisant du commerce avec des produits chinois qui ont traversé l'océan, mais en valorisant la graine, la feuille, la fleur, le fruit de nos arbres, ou bien l'huître, la coque, ou bien la moule qui grandit dans nos eaux, mais en essayant de la valoriser le plus que possible pour amener un peu plus de richesse ou moins de pauvreté et une meilleure qualité de vie auprès des communautés avec lesquelles on agit. Et après, maintenant, on va pouvoir, déjà de par leur action, ils vont prendre soin des ressources naturelles, mais après aussi, quand on sort de l'urgence, on peut commencer à construire un avenir meilleur pour le pays. Et donc, vous faites beaucoup d'actions pour un environnement durable. Vous êtes beaucoup ancré dans le développement durable avec les communautés avec qui vous travaillez. Et ce que je comprends, c'est que les femmes et les jeunes sont au cœur de vos initiatives. Pourquoi spécifiquement, quand on parle de l'Afrique en général, on dit que bon, ce sont des communautés qui survivent grâce à l'apport des femmes. La femme produit 80% de la nourriture consommée localement dans nos pays. La femme s'occupe de l'éducation des enfants. Les jeunes sont les décideurs de demain. Donc, est-ce que vous êtes dans cette logique quand vous travaillez principalement, pas exclusivement, mais principalement avec les femmes et les jeunes? Oui, on est complètement dans cette logique-là. Vraiment, je pense que c'est le maillon fort de nos sociétés au Sénégal et sûrement dans beaucoup de pays d'Afrique. Les dames sont déjà socialement et culturellement, on a des tâches qui sont attribuées aux dames et d'autres aux hommes. Et c'est culturel. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que la dame, lorsqu'elle arrive à gagner un peu de l'argent, elle le met prioritairement dans le foyer. Dans le foyer, c'est-à-dire sa maison, mais ses enfants. C'est ça sa priorité. Une femme est toujours une mère, une maman. Elle est bienveillante, elle est empathique, peut-être plus que nous les hommes. Je suis un homme. Mais voilà, on a peut-être aussi, c'est les hommes aussi qui partent 3 semaines en mer, affronter l'océan, la mer, c'est pas facile. Et donc l'homme aussi a d'autres qualités que peut-être les femmes n'ont pas. Et donc on est différents, mais on a besoin les uns des autres. Et je pense que sur la partie économique et de bonne gestion de l'argent et de le ramener au foyer et aussi à l'éducation des générations futures et des enfants, la femme est importante. Et alors, du coup, quand la femme, que l'enfant peut aller à l'école, qu'il peut avoir ses fournitures scolaires et tout ça, on a accordé une place particulière aux jeunes parce que pendant longtemps, pendant plus de 15 ans, j'ai essayé de parler aux pêcheurs, aux gens qui coupent les arbres, et j'ai vu comment c'est compliqué de sensibiliser les gens. Et pendant longtemps, j'ai cru moi-même que le problème, c'était que j'utilisais pas le bon média, la bonne façon de parler, le bon outil, ou que je m'y prenais mal, ou que les gens étaient trop compliqués. Et en fait, j'ai compris un jour, en me regardant moi-même, et en regardant comme quoi le changement chez moi est compliqué. Comment moi, en tant qu'adulte de 49 ans, j'ai un problème pour changer une habitude, quelle qu'elle soit. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, mais en fait, le problème, c'est pas que c'est difficile de convaincre le pêcheur de changer sa technique de pêche. Le problème, c'est changer d'habitude. Je pense que c'est plus le concept de changement d'habitude chez un homme adulte qui est compliqué, quel que soit le sujet. Et c'est là où on a décidé tous ensemble dans notre organisation pas d'arrêter de parler aux adultes, mais en tout cas de mettre plus d'énergie à sensibiliser les enfants. Parce que les enfants sont des éponges, c'est-à-dire qu'on cherche à comprendre ce monde, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et donc aujourd'hui, notre association travaille dans 140 écoles primaires, donc on parle surtout avec des enfants de CM1, CM2, CE2, ces 3 niveaux-là, et on passe 6 journées pleines avec eux durant l'année scolaire.
On leur apprend tout, de la graine à l'arbre, c'est magnifique. Et les enfants les plus engagés, ils sont invités à un camp nature de 5 jours en immersion totale, dans un des endroits où il y a encore de la biodiversité, une belle forêt de baobab, côté d'un écosystème de mangroves. Et ils vivent dans un endroit sous tente, avec des toilettes sèches, il n'y a pas d'électricité, dans la nature, au milieu des singes, en entendant le cri des hyènes le soir, et on casse un peu leur peur. On leur fait montrer que cette nature, elle est bienveillante, elle est gentille quand on sait l'observer, l'aimer. Et je crois qu'on est en train de construire une génération de futurs éco-citoyens qui vont faire que le Sénégal sera vert et prospère. C'est notre vision. En tout cas, on se bat pour ça. Mais c'est formidable, parce que des jeunes qui ont entre 9, 10, 11, 12 ans, c'est votre cible. Oui. Des jeunes qui sont en train de se former, de découvrir la vie, que vous amener gratuitement aussi dans la nature. En fait, vous leur offrez un retour vers la nature qu'ils n'ont possiblement jamais eu à expérimenter et qui vont découvrir les bienfaits de la nature. C'est une façon aussi, je trouve que c'est une très belle façon de faire de l'éducation environnementale, mais dans le pratico-pratique, ce que vous faites aussi dans votre association, vous êtes beaucoup concret terrain, ce qu'on appelle, nous, l'opérationnel terrain, vous êtes là-dedans. Et donc, dans cet opérationnel terrain, vous avez plusieurs partenaires financiers, plusieurs partenaires techniques, dont une organisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, raison pour laquelle vous êtes ici. Pouvez-vous nous parler de votre partenariat avec le Québec, votre partenariat avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean et en réalité, qu'est-ce qui vous amène dans notre belle région? Oui, merci. Alors oui, on est là parce qu'on a été invité par le Centre de solidarité internationale, qui est notre partenaire depuis 6 ans. C'est une très belle organisation avec laquelle on est partenaire, et on est partenaire au sein d'un consortium dont l'UCAC fait partie, donc on est également partenaire avec ça. On est ravis de ce partenariat, et on fait plein de choses dans le delta du Siné Saloum, dans lequel on travaille avec des communautés de femmes, avec les enfants. Aujourd'hui, il y a certains camps nature qui ont été payés par le CSI à travers ses propres partenaires. Je pense que c'est le ministère de l'Environnement qui finance, et donc c'est magnifique, et c'est grâce à eux aussi qu'on a ce consortium qui est très intéressant, parce qu'il y a à la fois le CSI, mais il y a également l'UCAC, et donc il y a plein d'étudiants qu'on accueille, donc il y a des beaux échanges, mais il y a également des organisations comme Agrinova qui elles aussi apportent une pierre à l'édifice de ce consortium, et là on les a rencontrés, on a été chez eux, on va encore les revoir vendredi, plus sur le terrain. Ils sont très forts d'un point de vue technique. Il y a des vrais enjeux, notamment sur les énergies durables, où on fait du charbon de paille au Sénégal. Et également, ils font ça ici, ils font des pyrolyses également. Donc on va aussi, je pense, avoir des échanges très fructueux. Donc on est venu en consortium avec Elisabeth Hadji et moi-même rencontrer tous ces partenaires. Et c'est super, parce qu'on a eu à se rencontrer dans le passé au Sénégal. Et maintenant, on se rencontre ici. Donc je trouve que on est ravis, on découvre aussi votre belle région, on découvre aussi à quel point la nature, elle est extraordinaire et impressionnante dans votre région, et très présente, et c'est magnifique. On aimerait avoir la même nature chez nous, parce qu'on n'a plus autant d'espace sauvage chez nous que chez vous. En tout cas, on est ravis d'être là, et on espère que ce partenariat va durer longtemps. Est-ce qu'on peut dire que c'est un partenariat équitable, gagnant-gagnant? Il y a quand même beaucoup d'enjeux autour des partenariats internationaux. Là, on est heureux que vous puissiez venir, parce que d'habitude, ce sont toujours les experts du Nord qui s'en vont dans le Sud, parce que peut-être pour des questions de mobilité internationale, c'est plus facile, c'est plus accessible. Mais là, quand on voit que des partenaires du Sud, d'un pays du Sud, le Sénégal, réussit à venir, et on ne parle pas de donner de l'expertise qui vient du Nord vers le Sud, mais on parle vraiment d'un équilibre entre les deux. On parle de plus en plus d'échanges, on parle de plus en plus de collaboration, on parle de plus en plus de partenariats équitables. Jean, selon vous, c'est quoi un partenariat équitable, et pourquoi on gagnerait à avoir des partenariats équitables?
Je pense qu'un partenariat équitable, je pense que c'est important. D'ailleurs, nous, à Nebeda, il y a certains partenaires, certains partenariats dans lesquels on ne rentre pas, parce qu'on ne les trouve pas justes. J'ai une amie burkinabé, Ini, je lui fais un clin d'œil si un jour elle écoute ça, c'est une très bonne amie burkinabé, qui disait souvent, celui qui donne l'argent, il est là, et toi, tu es là. Quand lui, il fait ça, et ben toi, en général, tu fais ça. Et c'est la vérité, c'est dur. Hein. Des fois, quand on est dans la galère, quand on n'a pas les moyens de nos ambitions, de nos politiques, on n'a pas d'indépendance. Et c'est même ça qui peut-être a joué aussi sur le continent africain. Parce que pendant longtemps, à d'autres niveaux, hein, au niveau des États, quand un État très riche arrive chez toi et que toi, tu n'as pas grand-chose, ils ont de l'influence. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour que le partenariat aussi soit équitable et juste, il faut essayer d'être le plus que possible, chacun de nous, indépendant. Et donc aujourd'hui, Nebedaï, on commence un peu à grandir. On a plusieurs partenaires, ce qui est chouette, ce qui nous donne notre indépendance. Aujourd'hui, j'ai une ONG française qui m'a abordé il y a quelque temps et qui veut qu'on fasse un partenariat et que je ne trouve pas juste parce qu'ils décident tout seul à partir du Nord. Donc ils ne sont pas au Sénégal et ils décident ce qui est bon pour le Sénégal. Et après, ils t'imposent de faire des choses qu'eux, ils ont décidées. Et puis, ils prennent aussi 90% du budget. Ben non. Eh ben mon gars, c'est pas avec moi que tu travailleras. Donc je pense que c'est pas du tout ce qui se passe avec le consortium du CSI, de l'UCAC, d'Agrinova. C'est vraiment un partenariat, je pense, exemplaire. Pourquoi? Parce qu'on construit dès le départ les projets ensemble. On réfléchit ensemble. Il y a une transparence sur les budgets. Il y a une répartition juste de l'argent. Il y a également, par exemple, c'est la preuve, je suis ici, on est 3 ici au Canada, chez vous, au Québec. La fois d'avant, c'est vous qui étiez chez nous, mais maintenant, c'est nous qui sommes chez vous. Donc ça, je trouve que c'est un partenariat juste, honnête, exemplaire, et je pense que c'est ça qui est normal. Mais souvent, il y a des mauvaises habitudes, je crois, des gens qui ont le pouvoir, des gens qui ont l'argent, de croire que parce que tu es africain, parce que tu es une ONG locale, parce que je ne sais pas trop quoi, c'est eux, parce qu'ils ont plus de moyens, qui vont décider à ta place. C'est pas juste. En tout cas, il faut qu'on arrête ça. C'est tout ce qu'on appelle les approches coloniales, et de plus en plus, on essaie quand même de décoloniser les relations nord-sud, les relations partenariales. Et dans cette perspective, le Sénégal, c'est un des pays les plus aidés d'Afrique. Et pourquoi aujourd'hui, c'est le momentum aussi pour penser, revoir les mécanismes d'intervention. C'est parce que dans ce pays, depuis 1960, depuis l'indépendance du pays à maintenant, énormément d'argent est rentré par la coopération, ce qu'on appelle l'aide internationale. Et malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de capitalisation. Alors, le Canada et le Québec sont rentrés dans le jeu des acteurs de l'aide internationale au Sénégal. Et ce sont des pays qui aujourd'hui ont des priorités, qui peuvent souvent être en porte-à-faux avec les priorités des populations locales. La coopération canadienne est beaucoup axée sur l'égalité homme-femme, est beaucoup axée sur l'autonomisation, est beaucoup axée sur la croissance économique. Le Québec est beaucoup dans l'éducation. On fait aussi beaucoup d'initiatives en entrepreneuriat. Et donc, comment est-ce que des associations locales comme Nebedaï se positionnent face à des bailleurs qui ont des priorités qui sont parfois concordantes ou pas avec vos priorités? Quelle est votre lecture? Quelle est ta lecture de cette situation? Et comment faire pour que les bailleurs puissent d'abord se référer aux besoins réels des communautés pour promouvoir des programmes de coopération internationale? C'est une question pas simple. Je pense que déjà, effectivement, je te rejoins, Marie, sur le fait que
Le Sénégal a été beaucoup aidé. On ne peut pas dire combien de millions et de milliards d'euros sont rentrés au Sénégal à titre de l'aide au développement. Cet argent-là, il a sûrement servi à de bonnes choses, mais on peut se poser la question de l'efficience de tout cet argent. À quoi, finalement, qu'est-ce qui est resté? Donc on a progressé à travers les décennies et on est en train de progresser. Mais on aurait pu faire mieux, je crois, vraiment, vraiment mieux. Donc je crois que ce qui est important, c'est qu'on aille au plus près des besoins et des réalités locales. Les mécanismes, vous savez, je crois qu'il y a un problème dans le mécanisme de l'aide au développement. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans ce monde qui se doivent de dépenser. Donc il y a des États qui disent « on a pris l'engagement pour le compte du changement climatique ou pour le compte des ODD de dépenser tant de milliards d'ici 1 an et demi ». Donc eux, une fois que l'engagement politique est pris, ils se doivent de dépenser cet argent-là. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont plein de boulot, ils font leur boulot et tout d'un coup le temps passe et ils se disent « mais mince, mais nous là, on a pris cet engagement ». Et donc là ils se disent « bon, comment on fait ?» Je caricature et ça reste que mon avis, mais je pense que peut-être que je ne suis pas loin. C'est qu'ils se retournent, ils ont besoin de dépenser cet argent vite. Du coup, souvent, il y a des gens, des organismes multilatéraux comme la Banque mondiale ou autres qui offrent des fenêtres, par exemple le Fonds vert ou des choses comme ça, et qui sont prêts à absorber des gros montants d'argent et en retour de donner des papiers qui justifient à l'État qui a donné cet argent-là, qu'il l'a bien donné. Et en fait, du coup, cet argent-là va quitter un État, va rentrer dans une organisation comme la Banque mondiale, qui regroupe tout un tas d'États. Et après, eux, maintenant, l'argent, il n'a toujours rien fait, ni pour le climat, ni pour le développement, ni pour le Sénégal. Et ensuite, il va partir vers d'autres organisations multinationales, par exemple les Nations Unies, les organes des Nations Unies, le PNUD, le PNUE, et puis eux-mêmes vont aller vers des... Ça va reprendre... Donc à chaque fois, il y a des coûts de fonctionnement, parce que ces organisations-là, il faut bien qu'elles vivent. Mais des fois, ils ont des coûts de fonctionnement aussi élevés. Et ça prend du temps en plus. Et donc, il peut y avoir 4, 5, 6 maillons avant que cet argent-là arrive sur le terrain. Donc déjà, ça, c'est un problème. Et je n'ai pas la solution, mais en tout cas, il y a ça. Il y a ça, donc ça, c'est un vrai problème. Il y a une déperdition énorme de l'argent, une déperdition énorme du temps, une déresponsabilisation de l'ensemble des acteurs tout au long de la chaîne. Et on ne regarde pas finalement qu'est-ce qui est important. Est-ce que cet enfant aujourd'hui, il va mieux? Est-ce qu'il se sent mieux? Est-ce que cette forêt-là est sauvée? C'est pas la question. Et ça, c'est très triste parce qu'on ne regarde plus le terrain, on ne regarde plus les gens, on ne regarde plus la nature. Et tant qu'on est dans des procédures et dans des papiers pour justifier qu'on a bien fait le bazar et qu'on a le papier qui va bien, c'est ça qui est le moteur aujourd'hui de l'aide au développement et c'est triste. Il faut qu'on sorte de ça, il faut qu'on aille vers la réalité de terrain, qu'on regarde les besoins des gens, les besoins de la nature et qu'on change ce système. Donc, moins de bureaucratie, plus d'impact direct dans les communautés. Mais en parlant d'impact direct, une association comme Nebedaye, c'est quoi ses enjeux et ses défis face aux agendas internationaux, aux agendas nationaux qui, comme je vous l'ai dit tantôt, vont prioriser des secteurs comme l'égalité homme-femme qui est une réalité qu'on vit au Québec et puis qui a permis le développement de la société québécoise parce que tout le monde contribue, qu'on soit homme ou femme, et qu'on veut appliquer cette façon de faire dans des communautés sénégalaises. Comment est-ce qu'on peut adapter des politiques, des priorités dans des communautés qui, possiblement, ce n'est pas leur priorité? On prend juste l'exemple de l'égalité homme-femme. Est-ce que, dans ta lecture des sociétés sénégalaises, c'est une priorité actuellement? Non, je pense que l'égalité homme-femme n'est pas du tout une priorité dans la société sénégalaise. C'est même pas une réalité. Et je veux dire, par exemple, il y a des tâches
qui sont, ce que je disais tout à l'heure, les hommes vont à la pêche, dans le delta du Saloum, les hommes vont à la pêche, ils partent en pêche, ils ramènent du poisson pour nourrir leur famille et ramènent de l'argent parce que ce poisson-là est vendu, donc ils contribuent aussi au bien-être de leur famille et ils travaillent en mer en tant que pêcheurs, pendant que ce temps, les dames exploitent les coquillages et s'occupent du foyer. Donc il y a certaines activités économiques ou professionnelles qui sont dédiées plus à la dame et d'autres plus à l'homme. Est-ce qu'on peut parler d'inégalité? Non. Enfin, en tout cas sur ce sujet-là ou cet exemple-là, c'est des règles culturelles, sociales qui sont aussi liées à une force physique, à des compétences, à une attention. Donc, je dirais que égalité homme-femme, ça ne s'applique pas forcément aujourd'hui. Alors ça dépend à quel niveau dans la société sénégalaise, hein, mais aussi dans les bureaux de l'administration, il y a de plus en plus de dames qui sont là-bas dans des postes de responsabilité et tout ça. Et c'est très bien. Donc à certains niveaux, quand on est des employés ou des gens qui prennent des responsabilités et ont des salaires et des contrats, je pense que c'est important et c'est normal que les hommes et les femmes soient au même titre d'égalité, mais dans d'autres choses, d'un point de vue plus local, culturel, en zone rurale, sur des techniques d'exploitation ou des pratiques locales et culturelles, il y a des différences que je ne vois pas pourquoi on devrait forcément les casser. En tout cas, c'est une réalité qui est locale. Si aujourd'hui tu viens parler de ça aux pêcheurs en disant non, c'est les femmes maintenant qui vont aller en mer parce qu'on a besoin d'égalité, donc sur les pirogues vous avez besoin de 5 hommes, 5 femmes, on va te regarder avec des yeux comme ça en disant mais t'es qui toi? Et donc non, elle ne s'applique pas toujours, donc il faut tenir compte, on ne peut pas, je crois, appliquer justement, c'est tout ce qu'on dit, décider des choses au nord ou dans certains pays, que l'égalité homme-femme, c'est ça qui est juste, donc il faut l'appliquer partout. Non, je pense qu'il faut regarder les spécificités de chaque zone, de chaque culture, de chaque pays, de chaque région, même au sein du pays. C'est pas pareil de ce qui se passe à Dakar, peut-être et de ce qui se passe chez les Nyominka ou en Casamance, ou dans les voilà. Et donc il faut tenir compte des réalités socio-culturelles, des traditions. Voilà, je pense que ça c'est important. Donc les normes et prescriptions sociales, les organisations et puis surtout comment est-ce que les gens trouvent une harmonie et un équilibre dans les rôles et les responsabilités, c'est peut-être le plus important. Ce sont des sociétés qui sont très où les hommes et les femmes sont très complémentaires. Donc, on n'a pas quand on travaille dans la complémentarité, chacun apporte son effort pour le bien-être collectif. Exactement. Je pense que culturellement au Sénégal, il y a souvent l'homme qui a une activité qui est rémunératrice et qui ramène de l'argent. Et des fois, la femme, elle fait plein d'autres choses qui sont tout aussi importantes, mais elle s'occupe du foyer et c'est important. Donc l'homme va des fois même quitter le village pour aller travailler loin, mais il ramène de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Et pendant ce temps, la dame essaye aussi de ramener un peu d'argent, mais en même temps s'occupe du foyer. Et ça fait une famille, ça fait aussi vivre le village. Et l'homme fait certaines choses, la femme fait d'autres choses, mais finalement, c'est une complémentarité. Donc oui, complètement. Et que penses-tu de la nécessité donc de décoloniser les mécanismes de la coopération internationale en donnant plus de place aux partenaires du Sud? Donc, est-ce que c'est une avenue qu'il faudrait davantage creuser actuellement? Moi, je pense qu'elle est fondamentale. C'est-à-dire que, de toute façon, il faut faire c'est les gens localement qui connaissent. Moi, je pense que la bonne pratique, à la fois au niveau du développement, à tous les niveaux, c'est de faire du bottom-up. C'est-à-dire, on peut pas, c'est pas le président de la République de quel que soit le pays qui peut décider ce qui est important pour le village. Donc, et de la même manière, c'est pas la Banque mondiale qui peut décider la politique de développement de telle région, mais ça va être les organisations qui sont implantées localement. Nous, à Nebedaï, on a fait le parti de ne pas avoir de bureau. On a une petite antenne à Dakar, mais on ne travaille pas en milieu urbain, on travaille en zone rurale. Et
Donc on n'a rien à faire à Dakar. Donc on a fait le parti d'avoir des bureaux permanents en zone rurale. Donc on a notre bureau principal à Toubacouta, notre second bureau à Palmarin, on a maintenant un bureau à Richard Toll et prochainement en Casamance. Donc on a des bureaux où on s'implante et on vit dans les communautés avec lesquelles on interagit parce qu'on ne peut pas être à la capitale et venir faire une semaine de mission, soi-disant, pour faire des choses dans cette communauté, alors qu'on n'y vit pas, qu'on ne comprend pas qu'il n'y a pas d'eau courante, qu'il y a la salinisation des sols, qu'on a besoin de rencontrer les gens au marché, on a besoin de rencontrer les gens à la mosquée, à l'église, dans la rue, à la boutique, de vivre ensemble, de se connaître et de connaître les réalités locales pour pouvoir après commencer à réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux. Mais c'est ça qui est le bon sens, à mon avis, c'est un peu la science du bon sens. Mais si c'est imposé par Dakar, une décision, ou si c'est imposé par la Banque mondiale, ou si c'est imposé par un État quelconque, ben, ça ne marche pas. Donc, et c'est ça qui étaient les pratiques habituelles dans le passé. Il faut que ça cesse. Et donc, quel pourrait être le rôle des chercheurs et des universitaires dans cette grande réflexion autour de la décolonisation et même de la déhiérarchisation des rapports nord-sud? Est-ce que, selon toi, les universitaires et les chercheurs ont un rôle à jouer là-dedans? Je pense que déjà, les universitaires, les chercheurs, ils ont souvent des gros réseaux. Ils connaissent, là par exemple, dans le cas de notre consortium, je pense que l'UCAC, toi particulièrement, et d'autres de tes collègues ont créé du lien entre tout un tas d'organisations. Donc déjà, ça c'est important. Ils ont également le savoir, ils ont également la mémoire. Et puis, ils ont aussi le temps, ils vont dans le détail de choses importantes qui sont les fondements de notre société. Donc, par exemple, réfléchir à toutes ces ressources naturelles, sur c'est quoi les savoirs ancestraux et traditionnels, c'est important. C'est important. Le Laga dans le delta du Saloum, qui jusqu'en 2000, il était respecté. 2000, c'était hier, c'était il y a 23 ans. Il y a 23 ans, il y a une zone du Saloum où personne n'osait pas aller pêcher parce qu'il y avait, soi-disant, un esprit qui protégeait ce bolon. Et s'inspirer de ces savoirs locaux qui étaient de la bonne gestion de nos ressources, finalement, et les rendre, les refaire vivre et les maintenir et à les creuser et les comprendre, c'est le travail souvent des universitaires et des chercheurs. Donc je pense qu'on a besoin de sérieux, on a besoin de science, on a besoin de capitaliser, on a besoin de s'interroger. Et je pense que les universitaires les font très bien, l'UCAC le fait très bien, et nous on est peut-être plus pressés, on est plus dans l'action, on est dans la science du bon sens, et donc de nous mettre ensemble, on devient, je pense, des acteurs qui essayons en tout cas de faire des bonnes choses. On a besoin l'un de l'autre, je crois. Oui, moi je suis convaincue qu'on gagne beaucoup à vous écouter, vous, les personnes du terrain, les personnes qui connaissaient très bien aussi les cadres d'intervention. Souvent, les universitaires, on est beaucoup dans notre tour et puis on réfléchit beaucoup à des théories, à des concepts, mais ce genre de partenariat aussi, je trouve qu'il est gagnant pour nous. Moi, je prends juste l'exemple de notre projet. Ça vient de Nabedaï, l'idée de travailler sur les savoirs traditionnels, de partir de ce que les communautés savent, de ce que les communautés maîtrisent pour amener quelque chose d'autre, pour, avec elles, partir plus loin. Donc, moi, je pense que ce genre de collaboration, université-milieu, université-association, dans le cadre de recherche partenariale, de recherche collaborative, c'est toujours gagnant parce que nous aussi, on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de vous, de votre connaissance, de votre fine connaissance du terrain. Et comme on n'est pas toujours là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Vous connaissez le pouls du terrain que nous, on ne connaît pas. Donc, c'est toujours très apprécié de travailler avec les organisations du milieu. Et
partant de là, on parle de plus en plus aussi d'hybridation des savoirs, c'est-à-dire mélanger ce qui est bon dans les savoirs des communautés et amener une dimension scientifique là-dedans qui pourrait aussi permettre en réalité une meilleure connaissance des enjeux, mais appliquée vraiment. Comment est-ce que cette hybridation des savoirs pourrait mieux se faire? Et puis, ce serait quoi le gain que les communautés, que les universités, que des organisations comme Nebedaï y gagneraient? Je ne suis pas très au fait du terme hybridation. Ce que je comprends dans ce que tu dis, Marie, c'est un peu... aller chercher vraiment des savoirs issus de partout, de tous les milieux, de toutes sortes d'organisations, pour les mettre ensemble, pour les faire se dialoguer, pour amener de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances qui soient constructives, qui soient utiles pour l'humanité, qu'on ne dise pas juste « Oh, c'est du savoir traditionnel, c'est dépassé. Oh, c'est du savoir scientifique, c'est trop appliqué. » Donc, est-ce on est aujourd'hui à la croisée des chemins et est-ce que cette hybridation des savoirs, c'est de plus en plus nécessaire? Je pense que c'est très nécessaire, mais c'est pas simple parce que il va falloir beaucoup de communication, parce que souvent le scientifique il est ancré dans ses valeurs de scientifique, et le monsieur ou la dame qui est dans son village, il est ancré dans son savoir traditionnel, et donc on est tous, et j'en reviens à mes habitudes, donc on est tous dans nos valeurs et nos habitudes, et du coup c'est pas facile pour un scientifique d'intégrer le savoir traditionnel, et c'est pas facile pour un monsieur qui a ses valeurs et ses coutumes de reconnaître le savoir du scientifique. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il va falloir énormément de communication pour essayer et mettre ensemble tous ces savoirs. Je pense que c'est gagnant-gagnant. Si on y arrive, c'est gagnant-gagnant. Mais le rendre fonctionnel, c'est pas simple. C'est pas simple, et il va falloir mettre une grosse couche de communication sociale pour réussir à asseoir à la même table et qu'ils arrivent à se parler, parce que déjà, ils ne parlent pas du même langage, donc déjà, c'est compliqué, parce qu'il y en a un, il va aller dans des tableaux Excel et dans des bases de données et dans des tableaux croisés dynamiques, et puis l'autre, et dans des grandes théories, et puis l'autre, il va dire, mais non, mais attends, mon arrière-grand-père, il pêchait comme ça, et donc, tu ne vas pas me raconter ta vie, moi, je sais que mon arrière-grand-père, il faisait ça. Et donc, réussir à faire se parler ce monde-là. Mais je pense qu'effectivement, si on y arrive, ça sera gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais il y a des enjeux entre l'universitaire, le scientifique, le monsieur ancré dans sa tradition, l'opérateur de terrain comme Nebedaï, nous tous réussir à se parler avec nos valeurs. Mais ça sera bien si on y arrive. On va carrément aller vers un enjeu qui est aujourd'hui transversal, c'est la question climatique. Donc, on parle de plus en plus d'aider les communautés à faire face aux effets du changement climatique qui sont quand même très désastreux, très néfastes, surtout dans des pays du Sud qui ne sont pas responsables de ce phénomène qui est le changement climatique, mais qui en subissent les conséquences. Alors, comment est-ce que les effets du changement climatique se manifestent dans les communautés avec qui vous travaillez, Nebedaï? Donc, vous êtes beaucoup dans les communautés côtières, dans les petites îles, dans le continent. Concrètement, parce que nous, ici, au Québec, bon, on nous parle d'effets du changement climatique, on les ressent possiblement moins parce qu'on est moins dépendant de l'exploitation directe des ressources pour assurer notre survie quotidienne. Exactement. Alors, comment est-ce que dans ces communautés se manifestent les effets du changement climatique? Et c'est quoi les impacts pour elles? En tout cas, on le sent bien, hein. On sent bien les effets du changement climatique au Sénégal, dans différentes régions, hein. Et elles sont combinées, je dirais, avec aussi une pression grandissante sur les ressources. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui se combinent. Il y a un effet global, et
Et comme tu l'as dit, en fait, on n'est pas responsable de ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est les pays industrialisés qui sont vraiment responsables de l'effet de ces changements, enfin du fait qu'il y ait ces changements climatiques-là, mais nous, on en subit directement les conséquences, en particulier les pays sahéliens. Donc nous, on est un pays du Sahel, on est frontalier avec le Sahara, hein, au nord du Sénégal. Au nord du Sénégal, pour donner un exemple concret, il y a 10 ans, je discutais avec mon copain Babar, il y a 10-12 ans, il y avait encore des gens qui faisaient de la culture pluviale. Aujourd'hui, c'est fini. Il pleut 3-4 fois par an. 3 pluies, 4 pluies par année. 2 jours de pluie, et c'est même pas toute la journée qu'il pleut. Donc, on ne peut plus faire de la culture pluviale parce qu'il ne pleut plus. Maintenant, est-ce qu'il ne pleut plus parce que c'est des effets globaux? Ou est-ce qu'il ne pleut plus parce que toutes les communautés qui sont très dépendantes et qui sont pauvres, qui sont très dépendantes du bois pour pouvoir cuisiner, ils ont fini les derniers arbres qu'il y avait là-bas et qui n'arrivent plus à se régénérer parce qu'il y a du surpâturage, parce qu'il y a moins de pluie, mais aussi avec moins d'arbres, il y a aussi moins de pluie. Donc, je dirais que c'est des effets combinés entre des changements globaux et la pression grandissante sur les ressources naturelles, qui est aussi liée à la croissance démographique. Hein. On est de plus en plus nombreux, et comme on est en souffrance et qu'on est très dépendant des ressources naturelles, et qu'on est plus nombreux, on en prend plus. Et c'est un vrai problème. Dans les îles du Saloum, le niveau de la mer, moi j'ai une petite case à Sukuta, je vois, ça fait maintenant 25 ans que j'ai cette case, mais je vois que la mer, elle arrive dans les grandes marées à des endroits qu'elle n'arrivait pas avant. Donc le niveau de la mer qui monte, moi je le vois de mes yeux. De mes yeux, il y a des endroits, l'eau n'arrivait jamais là. Aujourd'hui, elle arrive là. Donc il y a cette eau qui monte, bon là pour le coup, je pense que c'est des effets globaux. C'est-à-dire que la mer qui monte, moi je la vois monter. Donc alors oui, c'est sur 20 ans, mais 20 ans à l'échelle de la planète, c'est court. Donc voilà, donc je pense que ces effets du changement climatique sont une réalité, on les subit beaucoup, on doit s'adapter. Il y a des fois des espèces d'arbres qui disparaissent parce que, par exemple, les Avicennia, qui est une espèce de palétuvier qui est dans l'écosystème de mangrove, ils ne supportent pas une immersion quotidienne. Si le niveau de la mer monte, ils commencent à avoir des immersions quotidiennes, les Avicennia ils vont mourir. Donc après, est-ce qu'ils vont réussir à se réimplanter un peu plus haut? Donc peut-être on doit essayer d'accompagner aussi ces changements de biotopes. Voilà, et donc c'est pas simple. Il y a des endroits dans certains villages insulaires que tu connais bien, comme Dirnda, qui sont vraiment au ras de l'eau. Si la mer monte, ils risquent d'avoir de l'eau dans leur maison. Donc c'est compliqué. Donc on les subit. Les communautés, déjà, elles souffrent beaucoup, mais en plus, elles sont résilientes quand même. Elles se battent pour survivre. Hein. C'est magnifique, mais en même temps, c'est très dur parce que déjà, ils galèrent et en plus, ils doivent en plus galérer sur les changements climatiques. Vraiment, il y a des familles qui, je leur tire mon chapeau, mais c'est triste de devoir en plus lutter contre ça. Et le maître mot, c'est l'adaptation. On parle beaucoup d'adaptation, changer carrément de mode de vie, mais c'est quand même difficile quand on survit parce qu'on a une terre et qu'on ne peut plus cultiver sa terre parce qu'avec l'avancée de l'eau de la mer, la terre est devenue salée. Quand l'eau de pluie est devenue saumâtre parce que le biseau salin a attaqué le puits, quand le village est quasiment, une bonne partie est perdue parce que l'eau de la mer a pris les terres. Comment on s'adapte dans des situations pareilles? Comment on assure la survie de la communauté à moins de migrer? Parce que la migration aussi, c'est un moyen de survie, mais ça crée d'autres enjeux là où ces gens vont aller. Une communauté de pêcheurs qui sait faire que la pêche ne va pas du jour au lendemain devenir agriculteur. Qui plus est, les terres agricoles sont déjà très sursollicitées. Comment est-ce qu'on risque? Comment on va s'en sortir finalement? C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. C'est un peu la galère. Je sais pas.
j'ai pas la solution. C'est une réalité. Moi, je connais par exemple le village de Tiafoura. Alors eux, c'est carrément le puits qui est à sec. Donc, alors l'hivernage dernier, il a été exceptionnel. Donc, ça fait 35 ans, on a des chiffres qu'il n'y a pas eu autant d'eau. Par exemple, à Kaolack, ça fait 35 ans qu'on n'a pas eu autant d'eau. Donc c'est quand même... assez bénéfique. Ouais, donc vraiment, super, tant mieux. Mais l'année d'avant, tous les puits du village ont tari. Donc au mois d'avril-mai, il restait encore 2 ou 3 mois avant d'avoir la saison des pluies, il n'y avait plus d'eau dans le village. Ben là, il y a des gens, donc je disais, mais comment vous faites? Donc ceux qui ont les moyens, ils démarraient une charrette, ils allaient dans un village plus éloigné qui, lui, avait encore de l'eau dans leur puits, mais les gens ne se lavaient plus. Donc là, l'eau était devenue tellement rare qu'ils la gardaient juste pour la consommation et pour boire. Mais au bout d'un moment, mais tu quittes. C'est-à-dire que tu quittes. Et enfin, c'est compliqué. Donc là, ils ont réussi à passer le cap, les 2-3 mois, là. Non, mais c'est très dur. Et c'est là aussi où des fois, ça peut être énervant quand tu vois qu'il y a des discussions au niveau international avec des milliards investis et tout ça. Mais en fait, les gens de Tiafoura, ils ont vu personne. Hein. Ils ont vu personne pour même pas un camion-citerne leur amener de l'eau. Donc tu te dis, mais mince, comment ça se fait qu'on parle... que tout le monde s'engage, qu'il y a de la solidarité internationale, des grands accords et tout ça, mais les gens de Tiafoura là qui n'ont plus d'eau là, il se passe quoi? Donc c'est là où des fois c'est un peu révoltant en disant mais ça n'arrive pas là où il faut, au moment où il faut. Alors j'imagine oui que c'est peut-être compliqué tout ça, mais quand même il faut qu'on le regarde ça, il faut qu'on s'améliore. En tout cas c'est compliqué, je sais pas comment on va faire. En tout cas, on va devoir s'adapter, on va devoir faire des efforts. Et c'est très triste parce que au plus tu es pauvre, au plus tu es en souffrance dans la vie, au moins tu as des moyens de t'en sortir ou de trouver des alternatives. Donc il faut qu'on soit vigilant pour d'abord aider ceux qui sont le plus menacés. Et d'où toute la pertinence d'une association comme Nebedaï qui reboise, qui replante, qui régénère des écosystèmes pour des communautés, pour que ces communautés continuent de vivre sur leur terroir. Donc c'est quand même important de tendre l'oreille et puis d'écouter des gens comme toi, comme ton équipe, qui nous disent oui, mais vous voyez, on a signé samedi passé une entente internationale pour créer des aires marines protégées en haute mer, parce que c'est un bien commun, parce qu'il faut aussi réglementer cela. C'est très bien, on applaudit, mais qu'en sera-t-il concrètement dans la mise en œuvre de cet agenda international et qu'est-ce que des communautés isolées, pauvres, qui n'ont plus de ressources pour assurer leur survie y gagnent? Donc c'est toute une réflexion à avoir dans ces enjeux qui font que tout le monde va regarder l'interdépendance qu'il y a entre les communautés, mais il y en a qui souffrent plus que d'autres, il y en a qui payent plus que d'autres le lourd tribut de tout ce changement climatique. Oui, complètement. Je pense qu'il y a aussi dans ça deux niveaux, c'est-à-dire le niveau un peu des décisions et des règles et puis l'application. Et l'application sur le terrain, on la regarde pas souvent. C'est-à-dire, c'est très bien de prendre des grands traités, des grandes choses, mais on le fait comment? Nous, on est des terriens, on a déjà du mal à gérer les aires marines protégées côtières ou dans des deltas, que ça devienne une réalité concrète de terrain. Est-ce que c'est bien surveillé? Est-ce que ça protège vraiment la ressource? Est-ce que aussi on n'a pas exclu les communautés? Il ne faut pas non plus que les communautés qui vivent de cette ressource-là prennent ça comme un préjudice pour leur survie. Donc il faut discuter avec les communautés dans lesquelles ces aires marines protégées sont implantées. Donc il y a tout un tas déjà de défis à faire que les aires marines protégées côtières deviennent une réalité
pour une utilisation et une protection de ces ressources, mais aussi une utilisation durable. Hein. Ce n'est pas qu'une protection, il faut aussi en vivre. Et maintenant, on parle d'aires marines protégées en haute mer. En haute mer, mais en haute mer, il y a 1000 mètres de fond, on est incapable de mettre une balise. Nous, on est des terriens. Comment on fait? Comment on sait qu'on est dedans, qu'on n'est pas dedans? Comment le pêcheur va savoir? Comment on va surveiller? Enfin, comment on va appliquer une règle? Enfin, je sais pas. Je trouve que des fois, on prend des décisions. Alors, c'est bien qu'il y ait des volontés politiques, mais on doit aussi être un peu pratico-pratique. Et je crois que c'est important de se remettre en cause et essayer de faire des choses concrètes, pratiques, simples, et à l'échelle humaine. Parce qu'on ne peut pas s'approprier des choses qui ne nous appartiennent pas. Sur lesquelles on a aucune prise finalement. Aucune prise. C'est ça. Et si on arrêtait d'exploiter les peuples, si on arrêtait de racheter aussi des torts ou de corriger. Tu sais, actuellement, on parle beaucoup de justice climatique parce qu'il y a une injustice liée aux effets du changement climatique. Si on essayait de réfléchir une façon d'arrêter de créer des problèmes pour venir après essayer de les résoudre, comment est-ce que on devrait s'y prendre? Comment est-ce qu'on devrait se mobiliser collectivement pour dire, bon, on va arrêter de créer des problèmes. Comme ça, dans 10, 15, 20, 30 ans, on n'aura pas de solution à proposer. Selon toi, est-ce qu'il y a une façon de faire pour y arriver? En tout cas, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il suffit de regarder, je veux dire, nous là, je suis ravi d'être au Québec et de découvrir la région, de te voir. Mais je suis monté dans un avion, j'ai pollué. Voilà, je vais dire, mon empreinte carbone de ce voyage-là, elle n'est pas bonne. Mais tu plantes des arbres. Oui, mais est-ce que c'est une raison? Est-ce que c'est une... Non, mais au moins tu plantes des arbres. Oui. Tu en plantes beaucoup, beaucoup, beaucoup. 1 million, Alors 1 déjà, 200 000 arbres par année? Est-ce que Jean a planté un arbre? Donc j'en ai planté quand même quelques-uns cette année. Oui. Mais c'est aussi des communautés qui plantent, c'est avec l'appui de l'association. Est-ce que moi-même j'ai été planter des arbres? Donc en fait tout ça pour dire que c'est pas toujours simple. De la même manière que on discutait tout à l'heure avec les étudiants et je leur disais qu'on avait eu peut-être la possibilité d'avoir qu'on nous avait fait un appel, un pétrolier voulait nous financer notre organisation, on n'avait pas pris son argent. Mais c'est pas si simple, genre le pétrolier c'est le mauvais. J'ai regardé mon véhicule, je pense que l'an dernier j'ai fait presque 50 000 km. J'ai fait 50 000 km. Mon véhicule, il est diesel. Tout ça pour dire et répondre à ta question, donc quand je le ramène à moi-même, je suis paradoxal. Jean est paradoxal dans ce qu'il fait. On a une organisation de développement durable, mais aussi je monte dans une voiture. Alors oui, je ne monte pas dans une voiture. Alors si, des fois ça m'arrive de monter dans une voiture aussi pour aller faire un petit voyage personnel et tout ça. Donc aussi, bon, souvent la plupart des 50 000 km, c'est pour aller voir mes collègues à travers le pays. Donc on a une équipe au nord du pays, on a une équipe au sud, donc je circule. La majeure partie du carburant que j'ai consommé, c'est dans le cadre de nos activités de l'association. Mais quand même, j'en ai consommé. Et donc, comment faire si tu veux continuer à... C'est pas simple, parce que quelque part, c'est un problème, cette consommation de carburant. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les énergies fossiles, il y en a de moins en moins. On sait qu'elles polluent énormément et qu'elles contribuent au changement climatique. En même temps, on sait qu'on essaye, en tout cas, je crois qu'on fait de bonnes choses pour le pays et pour l'environnement au sein de l'association. Mais comment tu fais les deux? Voilà, aujourd'hui, c'est bien qu'on soit là et qu'on en discute, mais je suis monté dans un avion. Donc tout ça, c'est compliqué. C'est pas simple. On est le problème. On est le problème. Et je sais pas. En tout cas, il faut qu'on le regarde. C'est-à-dire, je crois que ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit honnête. Je pense que ça nous aiderait beaucoup. Que l'humain soit honnête et que les gouvernements soient honnêtes sur, OK, est-ce que vraiment ton action, là, ton argent que tu as mis dans ton fonds vert, est-ce que tu sais à quoi il a servi? Est-ce que honnêtement, ça a contribué à faire que le monde aille mieux? Est-ce que... Donc, de manière honnête, regarder ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait qui n'est pas bien. Alors peut-être que
on va trouver un jour la solution. Si déjà on regarde le problème. Oui, mais si on regarde aussi des initiatives comme Nebedaï, comme d'autres, tu sais, qui font leur juste part pour amener le monde vers plus de durabilité, vers plus d'équité, vers plus de justice, on pourra y arriver. Jean, je vais te poser la dernière question. C'est quoi ta vision de l'avenir? Es-tu optimiste pour l'avenir? Des jours oui et des jours non. Donc je suis un peu mitigé. Dis-moi. Alors il y a des jours où... il y a des jours où vraiment... ouais, je me dis que c'est quand même la galère et que vraiment les ressources, ça va pas. Je pense que le plus gros problème, c'est l'humain. Sur la planète, je pense que c'est pas les oiseaux, c'est pas les arbres, dans les espèces vivantes de notre planète. Je pense qu'on est le problème. Mais peut-être aussi on va être la solution. Et donc, alors ce qui me rend triste, c'est ça, c'est quand je vois à quel point on est capable de gâter et de mépriser le vivant. Vraiment, ça me rend triste et pessimiste. Mais aussi quand j'entends par exemple, on fait des camps nature avec les enfants, je l'ai expliqué tout à l'heure. Et je pense que ce jeune homme s'appelait Cher et qui nous explique que lui là, donc on fait le bilan à la fin de la semaine, sous tente, dans une forêt de baobab, dans un endroit où la nature est préservée, où il a passé cette semaine. Au début, ils ont tous peur, les enfants, la première nuit sous tente, en entendant la hyène crier, entre à la fois tous les choses culturelles autour des génies, et puis en plus de la nature sauvage. On leur apprend que la nature, elle est dangereuse, donc on a dû casser les peurs. Mais à l'issue de la semaine, cet enfant qui dit « Et toi, c'est quoi ton engagement ?» Il dit « Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je prenais des cailloux. Une de mes occupations, c'était de prendre des petits cailloux et de tuer les geckos. Et il me dit « J'ai jamais réfléchi, je ne sais même pas pourquoi je faisais ça. Mais là, après cette semaine-là, ce qui est sûr, c'est que plus jamais de ma vie, je ferai ça. » C'est un petit exemple de choses qui me donnent encore des frissons et qui me rend optimiste. Parce que là, tu as un enfant qui a 12 ans et qui tout d'un coup se met à se dire « Mais attends, ce lézard-là, ce gecko-là, il est vivant, pourquoi moi, là, je m'amusais à lui tirer dessus, à le tuer ? Il a un rôle, il mange les moustiques, il fait partie de la chaîne du vivant dans lequel moi je suis, dans lequel d'autres on est, et je ne ferai plus jamais ça. » Et il le dit devant tous ses copains. Ah non, ça c'est des trucs qui me rendent optimiste, parce que je me dis, wow, là il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc de regarder qu'on n'est pas les seuls. L'homme, il ne peut pas asservir tout le reste du vivant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas durable, ce n'est pas viable. Et quand ce petit Cher te raconte ça, tu dis, waouh, lui, il a compris. Et il a 12 ans. Donc, l'espoir est permis. Oui, l'espoir est permis. Ben, merci vraiment, Jean. Moi, je vais te serrer la main. Merci beaucoup, Merci Marie. beaucoup pour ta grande générosité. Ça a été une très belle entrevue. À bâton rompu, comme si on était dans un salon, ton salon ou le mien. Et puis, c'est ça aussi l'objectif de cet exercice. En tout cas,